Voilà, et là, je vais demander à Katia Boubaker de bien vouloir me rejoindre. Donc, Katia est directrice d'école polyvalente à Paris. Elle va nous présenter son lieu de travail et elle va nous parler de l'utilisation qu'elle fait des temps de lecture individuels pour favoriser les apprentissages en élémentaire. Normalement, si mon intervention est claire, ça devrait vous éclaircir. Mais oui, polyvalente, ça veut dire que j'ai des élèves de la petite section au CM2. Voilà. Il n'y en a pas beaucoup des écoles comme ça, mais à Paris, il y en a quelques-unes. Alors, donc, cette intervention est empreinte d'émotions pour moi, beaucoup d'émotions, parce que déjà, c'est ma première intervention devant un si large public. Et ensuite, j'ai été convertie à Accès par ma mère, militante de longue date pour cette association, entre comptable, mais pas que. Trésorière, pardon. Trésorière, mais pas que. Et qu'elle est décédée très récemment et que je ne suis pas encore habituée à son absence et je me dis qu'elle est peut-être quelque part parmi nous. Voilà. Et puis en plus, là, j'ai appris ce matin que c'était la fin d'Accès, donc ça fait encore une émotion en plus. Voilà. Donc c'est particulier. Donc quand Accès m'a proposé d'intervenir dans ce colloque il y a quelques mois, j'ai d'abord pensé que cette idée était saugrenue. Je pensais n'avoir rien à partager. Je n'ai pas compris quelles interventions je pourrais bien envisager. Déjà, je suis directrice d'école. Voilà, et que c'est pas. Il y a peu d'expérience finalement de relater dans les écoles sur les principes d'accès. Donc au début, je me sentais pas vraiment légitime pour intervenir. Et donc, je n'avais pas l'impression d'appliquer les préceptes d'accès dans ma vie professionnelle. Je suis donc ce que je vous disais, je suis directrice d'école, mon quotidien est envahi d'urgence et de soutien aux uns et aux autres. À mon grand regret, j'ai trop peu de temps pour la réflexion et la mise en place de projets pédagogiques à long terme. Donc doucement, à force d'échanges et de réflexion, je me suis rendu compte que j'avais insufflé tout au long de mon parcours professionnel des petites graines d'accès au sein des écoles où j'ai exercé. D'abord dans mes classes en tant qu'enseignante et puis au sein des équipes en tant que directrice. Et là, je me suis souvenu que c'était ça la force d'accès. Elle résidait justement là, avec l'impression de ne pas faire grand-chose. Ce matin, je ne sais plus quel intervenant a parlé d'un travail de fourmi, donc l'impression de ne pas faire grand-chose, raconter des histoires aux enfants et en même temps constater les effets de ces petits riens réguliers sur le long terme. Voir des élèves s'épanouir, réussir alors que nous appréhendions l'inverse. Ce sont ces menues expériences que je vais essayer de partager aujourd'hui avec vous. Donc, je suis enseignante depuis 30 ans et je connais Accès depuis quasi 30 ans aussi. Quand j'ai démarré dans le métier, j'ai suivi la formation, je pense que c'était une formation de lectrice, je ne sais plus exactement ce que c'était il y a longtemps. Hein. Voilà. Et donc, je me suis donc forgé une identité professionnelle en partie inspirée de leurs principes. Donc, je ne vais pas les rappeler parce que je crois que tout le monde est féru de ça, mais la lecture individuelle, les bibliothèques et les parents. À l'école, ces 3 principes à appliquer, ils ne sont pas simples, mais bon. Donc, mais de toute façon, ce qui est clair, c'est que je ne conçois pas mon métier d'enseignante sans les livres. Ce sont des puissants médiateurs culturels. Je me suis aussi inspirée de ma vie privée. Forte de ce que m'avait recommandé ma mère, j'ai raconté des histoires à mes enfants et j'ai transféré le plaisir de raconter des histoires dans les classes. Cette attention particulière à ces moments de lecture individuelle, je les dois à Accès. Donc c'est ainsi qu'est apparu dans mes emplois du temps dans la classe lecture plaisir. J'offrais quotidiennement à mes élèves une lecture d'album. Alors évidemment, j'en étais pas encore à la lecture individuelle, là c'était des lectures à des groupes. Il n'y avait aucun objectif précis à ces moments, juste partager de la littérature avec mes élèves et peut-être susciter leur intérêt, leur donner le goût de la lecture.
À cette époque, et j'ai beaucoup enseigné en CP, il m'était inconcevable de soustraire à l'apprentissage de la lecture le plaisir. Il ne suffit pas d'encoder, de décoder, de déchiffrer pour apprendre à lire. La technique, certes, est indispensable, mais insuffisante. On prend le risque, parce que c'est une dérive qui existe en ce moment, enfin depuis un moment, mais c'est renforcé en ce moment, on prend le risque, à force de faire du déchiffrage, de former des lecteurs qui font du bruit avec la bouche, qui ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Et c'est un vrai cauchemar pour moi, pour un enseignante, qu'un élève puisse sortir de l'école en lisant de cette façon-là. S'il rencontre Boimard après, ça va, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, les statistiques ne cessent de nous rappeler ces lecteurs incomplets, restés sur le bas-côté. Donc, à l'inverse, j'ai toujours eu l'ambition de cultiver l'intelligence, un vaste programme. Pendant ces moments de lecture plaisir, j'ai vu des yeux pétiller et des élèves s'ouvrir. J'ai vu des élèves s'apaiser et se poser enfin pour écouter. Je pense en particulier à des élèves issus de la communauté des gens du voyage, dont la culture est essentiellement orale. Je les ai vus s'intéresser aux histoires que je leur racontais. Ils en redemandaient, ils réussissaient à être attentifs et même ils attendaient, je pense que c'est un des seuls moments, c'était vraiment un moment qu'ils attendaient, ce moment de lecture plaisir. Je n'avais pas intérêt à ne pas le faire, à ne pas le respecter. Je suis donc parvenue à créer un espace d'échange pour lesquels ils acceptaient d'être acteurs. Paradoxalement, je ne me souviens plus s'ils ont réussi ou non à apprendre à lire correctement, mais je sais qu'ils ont eu un parcours scolaire plus long que leurs parents. De toute façon, 30 ans d'enseignement m'ont appris la modestie et je considère donc que c'est déjà une grande victoire. Je suis devenue directrice, j'ai quitté le CP pour la petite section, un sacré saut, 28 petits bouts qui s'agitent dans tous les sens qu'il faut apprendre à canaliser et à intéresser, un vrai défi. J'ai continué mes moments de lecture plaisir en affinant ma façon de procéder. Plus question de chercher à savoir si les élèves avaient compris ou non le sens de l'histoire, savoir s'ils avaient repéré les personnages. Comme disait Boimard ce matin, à l'école, on est toujours un peu avec des objectifs pédagogiques. Et donc là, en petite section, l'avantage, c'est que les apprentissages, ils sont tellement diffus qu'on s'autorise plus de liberté. Donc, plus question de chercher à savoir si les élèves avaient compris ou non le sens de l'histoire, repérer les personnages ou l'enchaînement des événements. Forte des principes d'accès, je racontais l'histoire dans le cadre suivant. Vous écoutez, vous gardez vos questions, vos remarques dans votre tête. On en parlera à la fin. Ce cadre permet la concentration sur le plaisir de l'histoire. Peu importe de comprendre chaque mot, chaque virgule. Chacun vit son histoire comme il le souhaite. On préserve l'individualité au sein du groupe. Une fois l'album raconté, je me taisais pour les écouter et les laisser parler. Et là, miracle, les petits bouts s'entraînaient à la compréhension, à l'interprétation, à l'échange sans entrave de ma part. Je ne faisais qu'accompagner leurs paroles. Et là, je reprends ce que disait ce matin Evelio. En fait, je me suis rendu compte que j'avais réussi à faire des interactions et que c'est le livre qui a permis ces interactions. Et je me souviens encore, je ne sais pas s'il est là le livre, et je me souviens encore, la dernière de la chasse à l'ours, et je me souviens encore d'un long moment d'échange sur une illustration de la chasse à l'ours, la dernière, la quatrième là, celle-là, la dernière image, là, la quatrième de couverture, enfin non, je sais plus, bref, que ressent-il cet ours? On y a passé beaucoup de temps. Et je pense qu'ils m'ont ouvert des interprétations auxquelles je n'avais jamais pensé. La tristesse, l'abandon, le rejet, la solitude. Ils m'ont aussi dit qu'il n'a pas de maman. Voilà. Donc chaque élève avait son interprétation. Certaines m'ont surprise et je vous dis, m'ont ouverte à des interprétations auxquelles je n'avais jamais pensé. Et donc j'en profite pour noter ce que nous disait tout à l'heure Caroline, évidemment, l'importance du choix des albums, parce que ce n'est pas tous les albums qui suscitent toutes ces questions. Voilà, donc leur qualité est essentielle.
Donc, dans ces premières étapes, j'ai donc instauré des moments de lecture de groupe sans objectif d'apprentissage formel, en essayant de laisser la place à l'interprétation individuelle, sans réponse juste ou fausse. La lecture est ainsi dégagée de tout objectif, elle est offerte par l'enseignant et chaque enfant est libre de s'exprimer ou non. Au début, les élèves s'expriment très peu, mais au fur et à mesure des jours, comme ça devient une habitude, la parole se libère et assez rapidement, les échanges deviennent extrêmement riches. Même les petits parleurs, ce qu'on appelle les petits parleurs, osent s'exprimer. L'un des enjeux principaux de la petite section est la séparation du milieu familial. Chaque année, certains élèves pleurent beaucoup. La séparation est douloureuse. Donc pour aider ces élèves, je me suis encore inspirée des principes d'accès. J'ai instauré des moments de lecture individuels à l'accueil, au moment où les parents déposent leurs enfants. J'attendais les élèves fragiles et je leur proposais un livre sur la séparation. Bébé chouette, coin-coin, pouce-poucette. L'enfant avait donc la possibilité d'un moment individuel privilégié avec la maîtresse, un moment de transition douce entre la maison et l'école. Et avantage de ce moment à l'école, c'est que du coup, la lecture avait lieu sous le regard des parents, encore présents dans la classe. Et certains autres élèves venaient s'agglutiner et écouter, mais le cadre était clair, la lecture s'adressait à un seul enfant. J'étais en interaction avec 7 enfants. D'ailleurs, certains parents m'ont imité et se sont installés eux aussi pour proposer une histoire. Il en est de même pour les assistantes, les ASEM qui sont dans les classes, les assistantes maternelles. Pareil, elles se sont inspirées de la façon dont je procédais et elles s'asseyaient aussi pour raconter des histoires aux enfants. Et donc, au fur et à mesure, on s'est rendu compte que ces moments-là d'accueil, ça apaisait les enfants les plus angoissés et qui redemandaient toujours la même histoire, mais c'est pas grave. Ensuite, je suis devenue directrice à Paris. Donc, actuellement, là, j'y suis encore dans une école polyvalente. Donc, maintenant, je n'ai plus de classe. J'enseigne plus. J'accueille donc tout le cycle primaire de la petite section au CM2. C'est un vrai bonheur de contribuer à voir ces petits s'épanouir et grandir. Ils entrent à 3 ans encore bébés et ils nous quittent presque ados. Une vraie pépinière. Du coup, ça m'a fait penser à la formule de Marie. C'est en lisant qu'on devient liseron. Dans cette école très mixte, nous ne sommes pas un réseau d'éducation prioritaire, mais nous appartenons à la cité éducative. Nous accueillons des élèves très privilégiés et des élèves très défavorisés socialement. Il y a beaucoup d'hôtels sociaux. Nous faisons donc face à de grands écarts entre les élèves. Il y a ceux qui baignent dans le langage et qui ont eu des histoires à la maison. Et il y a ceux, les 10% dont parlait Isabelle, qui n'ont jamais eu d'histoire. Et je peux vous dire qu'en petite section, ça fait des écarts impressionnants. Donc il y a ceux qui ne parlent pas du tout. Et en plus, il y a aussi des enfants qui ne sont pas d'origine, qui n'ont pas la langue française. Donc forcément, ça complique aussi les choses. On sait dorénavant qu'un élève qui parle peu en classe peut avoir des difficultés d'apprentissage. Afin de contrer ces écarts, j'ai mis en place des ateliers de lecture individuels. Je prends en groupe 5-6 élèves une fois par semaine pour leur raconter des histoires. Je leur choisis un petit stock de livres en collaboration avec la maîtresse. Donc souvent, c'est des albums qui ont déjà été vus en classe. Et il y a beaucoup de contes en général, beaucoup de contes. Donc je m'installe sur des coussins. Donc là, je m'inspire des lectrices d'accès. Je m'installe sur des coussins avec les livres étalés autour de moi. Et chacun autour de nous, puisqu'il y a aussi les enfants. Et chaque enfant, un par un, choisit son histoire et je lui raconte. Et les autres, ils continuent à évoluer autour de moi. Voilà, ils font ce qu'ils veulent autour de moi, mais ça se passe très bien. Et ils attendent chacun leur tour. J'ai suivi, donc, de cette façon, il y a 3 ans, 4 élèves. Ils étaient en grande section, il me semble moyen ou grande section. La maîtresse était très inquiète pour eux et pensait qu'ils auraient des difficultés pour apprendre à lire. Tous les 4 ont appris à lire, ils sont en CE1, CE2, je crois maintenant. Et surtout, ils aiment les livres. Donc là, c'est pari gagné. Merci Accès. Ce sont des élèves heureux,
Ces moments de lecture individuelle les ont aidés à oser s'exprimer. Je pense que la lecture a libéré leurs paroles. Enfin, dernière expérience que je souhaitais partager avec vous. Chacune des classes de l'école a mis en place Chouette on lit. Donc, je ne sais pas si c'est un dispositif qui a été imaginé par le secondaire qui s'appelle Silence on lit, qu'on a transposé dans le primaire. Et en fait, avec l'équipe, on n'a pas voulu appeler ça Silence on lit parce qu'avec des enfants de cet âge-là, on n'a pas envie d'exiger le silence. Les moments de lecture, ce n'est pas forcément des moments de silence. Voilà, et c'est pas grave. Donc, quotidiennement, dans chaque classe, 15 à 20 minutes de lecture libre sont instaurées pour les élèves. Ce moment est très apprécié et les élèves y sont très attachés. Quand je me promène dans les couloirs durant ce moment, je suis heureuse d'entendre l'ambiance particulière. J'ai l'impression d'entendre le plaisir de lire. Autant en maternelle qu'en élémentaire. Et je suis contente parce qu'au début, ça se faisait surtout en élémentaire. Les maîtresses de maternelle, elles étaient très, très réticentes. Et finalement, petit à petit, à force de voir comment ça se passait en élémentaire, elles ont fini par s'approprier le dispositif. Et en fait, les petits, 3, 4, 5 ans, ils s'approprient très bien. Ils choisissent un livre, ils s'assoient, même s'ils ne savent pas lire. Et ils tournent les pages. Enfin, c'est génial de les voir. Des fois, ils sont à deux, ils se racontent des trucs. Enfin, c'est trop mignon. Alors, mais par contre, on a constaté que dans certaines classes, donc c'est surtout en CM, chez les grands, donc, il y a des élèves qui errent et qui ont du mal à se poser. Donc, moi, je dis que c'est des butineurs. Ils changent de livre sans cesse, ils ne parviennent pas à se poser. Et donc, ce qu'on a pensé en équipe, c'est que c'est des enfants qui n'arrivaient pas à rester... à être suffisamment sécurisés psychiquement pour s'installer devant un livre, ou alors ils ne lisent pas assez bien pour lire tout seul. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression que la lecture est synonyme d'angoisse. Enfin, c'est très difficile pour eux. Donc, du coup, déjà, on a vu avec les équipes qu'il fallait absolument qu'on ait toutes sortes de livres, parce que ça, c'est pareil, dans les écoles, c'est pas facile à faire passer certaines choses. Il y a toujours de la bonne littérature et de la mauvaise littérature. Mais bon, à force de travail et de conviction, ça finit par passer. Et donc, il y a enfin des mangas, des BD, des magazines. Voilà. C'est de la littérature comme le reste pour aider ces enfants-là et parce que c'est des choses qu'ils connaissent mieux. Et ensuite, il y a aussi les enseignants qui proposent maintenant, dorénavant, à ces élèves-là, une lecture individuelle. En effet, donc c'est ce que je vous disais, je pense qu'ils n'étaient pas encore assez solides pour s'offrir des moments de lecture individuels. Voilà. Nous essayons maintenant de trouver les moyens de les accompagner pour préserver le plaisir de lire. Donc pour conclure, je dirais donc que je me suis largement appuyée sur les principes énoncés par Accès pour enrichir ma façon d'enseigner, d'une part, mais aussi et surtout pour soutenir les élèves les plus fragiles. Comme le soutient haut et fort l'association, je fais le pari de leur intelligence. Ces moments de lecture individualisés dans un cadre sécurisant les révèlent. Je voudrais aussi ajouter que c'est difficile de convaincre les enseignants d'adopter ces postures face aux élèves. Ils estiment que ce n'est pas assez pédagogique, que ça a l'air trop gratuit. Lire pour le plaisir sans objectif d'apprentissage, c'est compliqué pour des enseignants. Donc je choisis donc pour ma part de laisser de côté les grands discours pour les convaincre. Ce sont nos élèves fragiles devenus lecteurs, les meilleurs ambassadeurs. Voilà, merci à vous. Katia, merci. Je pense qu'on ne l'a pas fait exprès, mais vraiment, on pouvait difficilement mieux finir qu'avec ton intervention qui montre tout l'intérêt que Accès, enfin, en tout cas que les enseignements d'Accès peuvent avoir dans des pratiques quotidiennes. Et je crois que le travail que tu fais est formidable. Voilà, moi, je ne voudrais pas laisser passer cette occasion sans remercier ceux qui ont été vraiment les briques qui ont soutenu Accès. Bien sûr, Marie Bonafé, fondatrice et présidente d'Accès pendant de nombreuses années. Il y a Claudine Lefebvre qui a maintenu cette association pendant plusieurs années aussi.
nous avons beaucoup souffert parce que nous n'avons pas pu obtenir un budget pour nommer un responsable de projet. Et les projets d'accès sont divers, multiples, et on avait besoin de quelqu'un pour les accompagner. Voilà, c'est une des raisons pour lesquelles nous avons été obligés de faire cette dissolution. Mais je remercie également tous ceux qui ont été présidents, comme Dominique Mandel et Sabine, qui ont travaillé pour maintenir jusqu'au dernier moment cette association. Merci à Dominique Diacrin pour avoir consacré du temps pour essayer de donner aux séminaires d'accès qui dormaient dans les archives, pour les faire apparaître dans des sites, parce que quand même les séminaires d'accès, c'est quelque chose de très, très important. C'est 40 ans d'expérience. 40 ans d'expérience, il y a un travail tellement riche, on appelait ça, c'était un océan de données qu'il fallait apprendre à naviguer à l'intérieur de tout ça. Merci Dominique pour avoir fait ce travail, il fallait avoir le courage pour le faire, pour obtenir ces documents qui restent dans les archives d'accès. Merci aux lectrices qui allaient pratiquer sur le terrain et qui venaient nous parler de tout ce qu'ils avaient observé dans des séminaires. Merci aussi à toutes comme vous, qui vous avez travaillé comme vous avez fait là où vous étiez pour appliquer ces petits dispositifs d'accès qu'une fois qu'on a compris, on commence à grandir à l'intérieur de ces dispositifs et on commence à produire des choses qui me semblent extrêmement importantes. Merci aussi à Françoise, notre secrétaire, qui nous a accompagnés pendant plusieurs années. Merci encore une fois à vous tous, parce que je pense que plus fort qu'une dissolution, ce qui reste dans la mémoire de chacun de nous, c'est un germe pour que l'accès ne disparaisse pas. Voilà, il continuera à sa manière, selon les schémas que chacun de nous va continuer à faire pour que cette association continue à produire des effets extraordinaires. C'est un dispositif que maintenant on peut reproduire, ici et là. Je suis actuellement très engagé en Amérique latine pour amener ça en Colombie, au Pérou, au Mexique, au Chili. Tous les pays de l'Amérique latine sont intéressés par cette expérience-là. Nous avons en Colombie 1500 bibliothèques publiques qui actuellement sont en train d'aller dans cette direction-là. Comment créer dans chaque bibliothèque un espace où la lecture individuelle et la lecture à haute voix, l'écriture et la oralité puissent exister dans la bibliothèque. Accès a été très apprécié en Amérique latine. Tous les pays de l'Amérique latine actuellement ont entendu parler d'accès. On a un dialogue permanent, soit virtuel ou présentiel, et je continuerai dans cette direction-là. Par conséquent, accès continuera. Et grâce à vous, il continuera à produire beaucoup de fruits. Merci à vous tous. Excusez-moi, je suis clopin-clopin. J'ai une nouvelle hanche. Et tout l'avenir devant moi. Mais merci. Enfin, Eveillot, tu as dit, je pense, tout à fait l'essentiel. Je pense que Accès, en effet, a essaimé, que le site va pouvoir témoigner des graines qui ont poussé. Je voulais aussi citer le flyer et Anne Mascaro et ce genre de matériel qui va peut-être continuer. Remercier encore en effet Dominique Diatkin qui avait des qualités professionnelles et personnelles tout à fait rares pour pouvoir exploiter cette polypludicilité. J'ai du mal, je suis un petit peu fatiguée. Mais c'était vraiment très difficile. Et je vous conseille vraiment de vous plonger et de vous replonger sur ce qui est le témoignage du travail d'accès, du travail de l'ensemble de nos équipes qui sont intervenues là aussi tout à l'heure et dans les autres
les autres colloques que vous pouvez aussi consulter. Donc, ce n'est pas simplement... C'est vrai que grâce au site, grâce à Internet, je crois, les témoignages pourront continuer à être diffusés. Ce n'est plus possible de demander à des bénévoles de faire le travail qu'elles ont fait jusqu'à présent ces dernières années. Je pense que dans tous les pays du monde, oui, il y a 2 ans, première page, à 2 ou 3 ans, je ne sais plus, a montré un projet remarquable qui était quand même le fruit de Trélia Bougstar à Hambourg, où vraiment des bibliothécaires avaient la responsabilité de ces projets multilingues. Le souhait que je fais, c'est que vous en parliez, en effet, vous tous qui êtes ici, notamment le Val-de-Marne, des choses comme ça, de ce qui était axé de ce qui est axé, qui restera, et qui reste dans l'histoire et dans la pratique, contre les exclusions et les ségrégations. Oui, la bataille est vraiment gagnée pour les bébés, et très bien. Les bébés de nos milieux, les milieux lecteurs, il n'y a pas de problème maintenant. Hein. Mais les familles écartées du livre, on dit, dont les parents ne sont pas eux-mêmes familiers des livres. Voilà, c'est ça, l'égalité des bébés. Et les 3 psychanalystes qui ont monté avec les bibliothécaires, jamais seuls depuis le début. C'était une équipe vraiment polydisciplinaire. Et Thérèse Pajot, dont je rappelle aussi, et bien sûr, ce lien entre Martine Cambert, bibliothécaire en Essonne, et les médecins PMI qui avaient développé la flotte des camions, avec les bibliothécaires, Edith Bargès, toi bien sûr, Sabine. Ce lien-là, il doit pouvoir continuer. Mais pourquoi la présence des psychanalystes, des spécialistes du développement de l'enfant? C'était pour porter haut et fort ce drapeau, je vais dire, ce petit drapeau, grâce aux livres et les bébés, que les bébés sont égaux, leur capacité intellectuelle, selon la phrase de René Diatkin, du professeur René Diatkin, professeur à Genève et travaillant avec Piaget, si les enfants n'ont pas une maladie organique, une maladie cérébrale, quoi, disons, toutes les capacités sont tout à fait préservées jusqu'à la 5e année, quel que soit le milieu environnant et quelles que soient les conditions de leur développement. Voilà. Donc, le gâchis que l'on fait si on n'essaime pas ce que vous faites et qui a été très bien exposé aujourd'hui et qui va continuer d'essaimer grâce à nos publications, nos flyers et tout ce que les documents que nous avons faits.